Aujourd'hui, on va vous parler d'expérience développeur sur les produits. Alors, avant de commencer, on va vous poser deux petites questions. Vous allez devoir travailler, vous allez devoir lever la main si vous êtes concerné. Est-ce que vous posez qui se pose cette question-là? Comment faire des produits logiciels qui sont excellents et qui sont adoptés par leurs utilisateurs? Qui se pose cette question-là? Ok, cool. Deuxième question. Comment attirer et retenir les développeurs? Qui se pose cette question-là? Très compliqué. Ouais. Super. Eh ben, je pense que vous êtes au bon endroit. Je ne vais pas avoir la prétention de vous donner des réponses magiques à ces questions-là. Mais néanmoins, moi j'ai un angle d'attaque avec Guillaume qui s'appelle l'expérience développeur. Et donc on va vous donner notre retour d'expérience et des tips qu'on a appris chez ADO pour améliorer l'expérience développeur, parce que nous sommes convaincus que l'expérience développeur fait partie des clés pour répondre à ces deux questions-là. C'est un axe sur ce prisme pour répondre à ces questions-là. Moi, c'est Julien, bienvenue à tous. Je suis responsable des relations développeurs et de l'expérience développeur chez ADO, groupe ADO. Par ailleurs, j'ai aussi 3 enfants et je suis débutant en ukulélé, mais je n'ai pas ramené mon ukulélé aujourd'hui. La prochaine fois, Pas pour l'instant, la prochaine fois. Ah ouais. Challenge accepted. Tout à fait. La prochaine fois, c'est l'honneur de venir de nouveau à Agili, pourquoi pas gratter quelques petites notes, mais pour l'instant, je vous épargne un petit peu vos oreilles. Et sinon, je suis un vieux développeur qui code depuis déjà une vingtaine d'années. J'ai démarré sur un Atari ST avec 1 méga de RAM. Ouais, c'est vieux et c'était super à l'époque. Et je suis mais surtout développeur passionné. Bonjour à tous et à tous. Je m'appelle Guillaume. Je suis lead developer advocate chez ADO. Et un de mes objectifs que j'ai dans la developer advocacy, c'est aider à améliorer l'expérience de développement sur l'ensemble des outils qu'on a techniques chez ADO. Et Guillaume vient du Brésil. Oui, tout à fait. 4 ans en France déjà. Voilà. Ça passe vite. Tout à fait. Ok, alors, avant ça, qui a entendu parler d'ADO dans cette salle? Bon, ok, je crois que je vais... Toi aussi? Ouais, moi aussi. Donc, je crois que je vais te présenter ça très rapidement, juste pour poser le contexte. Ok, bon, j'ai un petit slide avec des chiffres, etc. Vous inquiétez pas, ça va aller vite. Alors, ADO, c'est 150 000 collaborateurs dans le monde, vous savez ça? ADO, 150 000 dans le monde. Ok. Et dedans, il y a 4500 collaborateurs dans le domaine de l'IT. C'est un très beau terrain de jeu, ça fait du monde, et dedans, il y a beaucoup de développeurs et de développeuses qui nous concernent aujourd'hui. ADO, comme vous savez, c'est plus connu par le grand public sur un certain nombre de marques comme Leroy Merlin, Zodio, Windom, etc. Pour ça, nous utilisons la technologie, nous, les retailers, pour améliorer votre vie dans votre habitat, puisque nous sommes leader européen d'habitat, nous sommes numéro 3, leader mondial dans le domaine du retail de l'habitat. Et donc nous utilisons beaucoup de technologies, et pour ça nous avons des développeurs chez nous. Et je suis convaincu que pour avoir de bons logiciels, les bons logiciels sont faits par des développeurs et des développeuses. Je dis développeurs et développeuses, on va aussi de dev pour essayer d'être pas trop genré dans mon talk. Donc les bons logiciels sont faits par des devs heureux et heureuses qui travaillent pour une entreprise qui leur donne du pouvoir de décision et qui améliorent leur quotidien continuellement. C'est ma conviction. Faisons un zoom sur qui leur donne du pouvoir de décision. Ensuite, tout au long du talk, on va parler de améliorer leur quotidien continuellement. Ces deux aspects-là. Avant, les devs subissaient certaines décisions technologiques. Et aujourd'hui, la posture a changé. Aujourd'hui, c'est les devs qui décident. Classiquement, dans beaucoup d'entreprises, on a encore, dans les choix technologiques, une approche très descendante. Une approche où les choix technologiques étaient faits par des gens au-dessus des développeurs et qui étaient des choix qui étaient subis. Les développeurs étant vus comme des exécutants, qui subissaient leur environnement de travail et qui subissaient les choix technologiques qui leur donnent des outils pour réaliser leur travail au quotidien. Maintenant, ce que je fais, ce sur quoi je pousse, et ce qui existe déjà chez ADO, c'est une approche différente, une approche inversée, une approche ascendante. Une approche dans laquelle ce sont les faiseurs, les développeurs, qui ont la main, qui décident, qui ont du choix sur leur environnement de travail, sur leurs outils, sur ce qui leur permet de travailler au mieux dans les meilleures conditions possibles. Pour ça,
je pourrais faire tout un talk là-dessus. On a entre autres, on parle entre autres d'un nouveau mode de gouvernance technologique qu'on a chez ADO, qui est basé sur ce qu'on appelle des TOC, des SIG et un Tech Radar. C'est beaucoup de jargon pour voir comment est-ce qu'on anime ça chez ADO, comment est-ce qu'on inverse la logique, comment est-ce qu'on inclut les développeurs, les faiseurs dans les processus de décision globaux du groupe. On ferait peut-être l'an prochain un talk là-dessus. Et là, avec on aura un retour d'expérience avec un ukulélé. On aura sans doute un retour d'expérience, certainement un beau retour d'expérience à partager. Sinon, entre-temps, n'hésitez pas à discuter avec nous de là, on peut déjà en parler, mais ce n'est pas le sujet principal de ce talk-là. À quoi ça sert Developer Relation Experience? C'est un titre un petit peu pompeux comme ça, Developer Relation Experience, en plus Head of, ça fait encore plus classe. Head of Developer Relation Experience, c'est quoi? En fait, c'est tout simplement pour répondre à mon slogan, mon motto, que j'ai fait en anglais, qui est Making ADO an amazing place to be a developer. En un seul mot, mon job chez ADO et le job de mon équipe dont DM fait partie, c'est ça. Making ADO an amazing place to be a developer. ADO est déjà un très bon endroit pour les développeurs. On a déjà des super projets, on a un terrain de jeu énorme, vous imaginez bien par rapport à ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Mais j'ai envie d'aller encore plus loin parce qu'il y a toujours de quoi améliorer. J'ai envie d'aller beaucoup, beaucoup plus loin. Comment? J'ai deux axes. En ayant la meilleure expérience développeur possible chez ADO. Je vais définir juste après ce qu'on entend un petit peu plus précisément par expérience développeur. Et en partageant notre expérience et nos apprentissages, qu'on est en train de faire, entre autres, aujourd'hui. Alors, vous connaissez sans doute la user experience. Okay, la user experience, c'est tout ce qu'un utilisateur, tout ce qu'un client va vivre. Comment est-ce qu'il va interagir avec notre produit, avec notre site internet, avec ce qu'on fait de son point de vue du client. Et quelles sont les émotions qu'il va vivre en utilisant ça? Est-ce qu'il ou elle va ressentir des émotions positives, de la satisfaction, ou au contraire, de l'agacement, des frictions? Et vous savez, nous on sait très bien, on sait aussi très bien également dans le retail et dans le e-commerce, que une bonne user experience ou une mauvaise user experience, ça va être clé, ça va faire la différence entre gagner des clients ou perdre des clients. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais? Ok. Aujourd'hui, on va parler de développeur experience. La développeur experience, ça va être tout ce que va vivre le développeur ou la développeuse dans notre entreprise, dans son quotidien. Le développeur ou la développeuse peut vivre des frictions quand il réalise son travail. Le développeur ou la développeuse peut vivre au contraire de la satisfaction, des moments positifs dans son travail au quotidien, c'est-à-dire notamment du chemin de l'idée de ce qu'il y a à faire, par exemple une user story ou une spécification, peu importe comment on appelle ça, ici on est plutôt user story, de la user story jusqu'à la mise en production avec un certain nombre d'étapes. Il faut que ce chemin-là soit le plus court possible, le plus simple possible, le plus léger possible et qu'il y ait un minimum de friction dans ce chemin-là. C'est ce qu'on va essayer de réduire. Mais dans notre talk, on va prendre un sous-ensemble de cette développeur expérience, on va se focaliser sur ce que vivent les développeurs et les développeuses au moment où ils vont utiliser un produit qu'on leur donne. Un outil de travail, une API, une documentation, ce qu'on va leur donner, ce qu'ils vont construire, entre collègues aussi, pour améliorer leur travail. Okay? Pour construire des produits dessus. Parce que je suis convaincu que vivre une excellente expérience développeur, c'est nécessaire pour produire d'excellents produits. On parle de ça? Ouais? Super. Guillaume, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Ah oui, tout à fait. Alors, c'est important à comprendre que la Developer Experience, comme Julien l'avait bien dit, c'est justement ces interactions et ces émotions que les développeurs et les développeuses ils ont avec vos produits pour atteindre quelques objectifs. Soit c'est consommer des API que vous avez mis à disposition de ces développeurs, soit des exemples de code dans votre documentation et même la possibilité de pouvoir contribuer dans vos produits. C'est-à-dire d'envoyer, de faire des fixes sur certaines fonctionnalités que ça ne marche pas très bien. Donc là, c'est tous ces ensembles des interactions qui ça va faire l'ensemble de cette Developer Experience. Et qu'est-ce qu'on voit, c'est que chez ADO et probablement dans plusieurs produits au monde aussi, c'est qu'en effet, si on ne travaille pas dans la Developer Experience, on produit
qu'on trouve qui c'est très bien pour les utilisateurs, il peut devenir complètement mauvais quand on parle pour les développeurs. L'expérience qu'ils sont vivre avec ce produit-là. Au fond, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut transformer ces interactions parfois agaçantes, des incompréhensions sur le produit. Mon exemple, je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas ces trucs. J'arrive pas à comprendre. Ou même des frictions, plus la doc elle n'est pas mise à jour. J'arrive pas à utiliser bien cet outil. Et tout ça, ça va générer des émotions négatives dans l'utilisation de vos produits. Et tous ces ensembles des interactions, ça peut générer de la méfiance, de la indifférence avec le produit. Et à un moment donné, ces développeurs et ces développeuses vont dire j'arrête d'utiliser cet outil-là. Et ça génère d'abandon. Et là, qu'est-ce qu'on veut? C'est tout inversé avec qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui à vous. C'est justement créer les bonnes surprises, les côtés positifs de la bonne surprise. C'est-à-dire générer de la satisfaction, de la fierté. Je suis fier d'utiliser cet outil, il marche très bien pour moi, il m'a aidé à développer mon produit et aussi générer ces maîtrises. J'ai le sentiment que je maîtrise ton outil, il marche très bien. Et tous ces ensembles d'itérations positives, ça va générer de l'enthousiasme avec les développeurs et aussi la promotion de vos outils. Ok? Là, c'est très important à comprendre qu'en effet, comme nous tous, c'est que la vie pour les développeurs aussi, qui passent énormément de temps à réviser et visualiser des docs à droite à gauche, la vie, elle est trop courte pour que je me casse la tête, on va dire, pour comprendre qu'est-ce que vos produits, ils m'aident en tant que développeur. Comment ils résolvent mon problème. Et ça, c'est très important qu'on arrive à améliorer l'expérience pour les développeurs et développeuses dans cette consommation des produits. Et là, on va gagner deux choses avec tout ça. D'abord, les devs, ils sont heureux de gagner du temps et nous sommes heureux de gagner de l'adoption aussi de ces produits. Donc nous, chez ADO, on va écouter beaucoup plus des verbatims de ce type-là. C'est super, c'est facile d'utiliser cette API, ça va vraiment m'aider à réussir dans mon projet. Je trouve tout à fait comment faire ces fonctionnalités tout de suite. Ça m'aide vraiment. Et aussi, du premier coup, j'arrivais à faire cette application, cette feature, et je n'ai pas besoin d'appeler trop des gens, trop d'aide pour réussir. Et là, quand on parle des interactions positives pour les devs, on va aussi tout gagner dans l'attraction des devs dans nos équipes, dans notre entreprise. Pourquoi? Parce qu'au fond, ils se sentent heureux de travailler dans un environnement qui les accueille. Donc là, on va écouter des choses ici, les API sont faciles, la doc est claire, c'est confortable à travailler ici. Et aussi, on veut vraiment que les gens arrivent à bien sentir que j'aime bien travailler ici. Ça va générer de la recommandation. C'est-à-dire, je vais dire autour de moi qui travaillent dans mon produit, c'est très bien et j'indique des gens à venir. Et au fond, je vois que les gens s'intéressent sur mon quotidien, ils prennent soin de moi. C'est ça qu'on veut voir aussi dans les échanges quand on discute avec les devs chez ADO. C'est très intéressant parce que dans ce travail que nous sommes en train d'amener chez ADO, on a une mesure qui, c'est la première mesure que nous sommes en train de travailler, c'est la mesure de la prise en main. C'est-à-dire, quand on donne un outil à le développeur, il arrive bien à maîtriser les concepts principaux de cet outil et être autonome. On a réussi déjà certains résultats, des exemples de faire un applicatif au moins de 2 heures à prise en main d'un outil. On a même arrivé à diminuer d'une semaine à l'utilisation d'un produit spécifique à moins de 4 heures. Donc ça aide les devs à comprendre déjà pourquoi l'outil ça marche et comment les utiliser. Tout ce qu'on va dire dans cette talk-là, elle vient des 2 outils qu'on a chez ADO, qu'on a créés spécifiquement pour le dev. On va parler tout à l'heure après. Le premier outil s'appelle Turbine. C'est un outil développé pour faciliter le déploiement des applications en Kubernetes Multi-Cloud.
Donc ça, c'est l'objectif de cet outil. Et le deuxième s'appelle Kwabi. C'est un outil qui permet de faire du micro-front-end, c'est-à-dire faire du microservice dans le front. Au fond, qu'est-ce qu'on gagne avec ça? C'est qu'on peut déléguer certaines parties de websites aujourd'hui en France à des équipes séparées sans avoir besoin de les faire synchroniser sur le déploiement. Donc ça gagne dans la mise en prod sans avoir beaucoup de coordination. Et notre objectif aujourd'hui avec nos talks, avec Julien, c'est vous donner 5 idées actionnables que vous pouvez essayer dès demain. Peut-être demain, c'est pas le bon jour, en effet, donc plutôt lundi. Moi, j'y rentre en congé, donc si vous avez des questions, après lundi, vous pouvez poser à Julien. Moi, je suis pas en congé demain. Voilà, donc Julien, tu peux nous expliquer, est-ce que tous ces produits, qu'on parle de Devel Experience, tous ces produits sont concernés? On peut utiliser n'importe quel outil? Alors, bien sûr. Alors, avant, juste me permet un petit aparté. On va vous donner 5 idées qui sont actionnables. Ce sont des trucs qui ont marché chez nous, chez ADO, qui nous ont permis d'avoir les 2 résultats qu'on vous montre ici. On espère que ça marchera chez vous. Donc peut-être le copier-coller, ça va peut-être marcher, mais nous n'avons pas la prétention non plus d'avoir des recettes magiques. Okay, oui. Disclaimer d'usage sur ça. On partage notre retour d'expérience et on vous dit que les 5 trucs qu'on va vous présenter ici, ça a donné de bons résultats chez nous. Et donc du coup, on espère que chez vous aussi, ces conseils-là pourront marcher. Ok? Donc, de quel type de produit est-ce qu'on parle? Alors là, on a 2 types de produits qui s'appellent, dans la littérature de la développeur expérience, qui appellent des produits de type développeur first ou développeur plus. Développeur first, ce sont des produits dont le personnel principal, le client, l'utilisateur principal, c'est le développeur ou la développeuse. On a quelques exemples ici. MongoDB, Datadog, GitHub le plus classique, etc., Haven et autres, Stack Overflow. Ce sont des produits dont le client principal est le développeur. Donc bien évidemment, il faut que là ici, la user experience et la développeur experience, c'est la même chose en fait. Okay, et lui, c'est le développeur qui est le client. Mais on a aussi, alors peu d'entreprises font des produits, à part d'entreprises spécialisées, font des produits de développeurs first, même si chez ADO, il y a des produits de développeurs first, les 2 que vient de présenter Guillaume. Exactement. Dans beaucoup d'entreprises, on fait plutôt des produits, des logiciels qui sont de type développeur plus et pas développeur first. Ah, beaucoup chez ADO aussi. Et beaucoup plus évidemment qu'on a chez ADO que des produits développeurs first. Les produits développeurs plus, c'est des produits dont les clients finaux sont le personnel principal. Okay. Un site internet, une application utilisée en magasin, etc. Et pour autant, ces applications-là, ces logiciels-là fournissent une API par exemple, ou fournissent en tout cas un point pour lequel le développeur ou la développeuse est un personnel essentiel. Donc on a bien ces 2 types de produits-là. Ces 2 types de produits-là sont concernés par l'expérience développeur. Alors Guillaume, je te propose de passer à la première idée. Ah, c'est cool. Allez, c'est parti. Première idée, c'est d'abord valider la promesse que vous donnez dans vos produits. Okay. On va vous expliquer plus sur ça. Donc, dans le cadre de Kwabi, la promesse de Kwabi, c'est que c'est un outil fait pour les devs qui c'est agnostique de la technologie front-end que vous pouvez utiliser. Donc, je peux utiliser du Vue.js, du React, du Angular ou même d'autres choses. Ça, c'est la promesse qu'il avait dans son produit. Et même avec cette promesse-là, on avait rencontré des devs qui avaient des fausses idées par rapport à Kwabi. Les fausses idées, c'était Kwabi ne supporte pas que Java, donc il supportait qu'une technologie. Kwabi ne permettait pas d'innover. Aussi, c'était des verbatims qu'on a écouté des équipes. Et même dans le cas que Kwabi ne prenant pas en charge des nouvelles technologies dans son écosystème. Donc ça, c'est les idées fausses que les devs avaient compris du produit. Alors, on voit qu'il y a un décalage, c'est pas cohérent. Donc, avec le Friction Log, qui c'est une pratique qu'on a mis en place avec certains devs, on avait la possibilité de collecter tous ces malentendus. Donc, on a fait un moment avec les devs, on les écoutait, on comprend comment ils utilisaient le produit,
par où ils ont trouvé le produit, comment ça se fait cette expérience. Et là, c'était tout écrit dans cette fiction log. Et avec ça, c'était intéressant parce qu'on a trouvé quoi en fait? C'est que dans l'écosystème Croby, il y avait une partie qu'on appelait des Croby starters. C'est quoi? En effet, c'est comme si c'était un module que vous pouvez utiliser pour accélérer le démarrage dans le cadre de l'utilisation des Croby. Donc c'était un bout de code, on va dire, que vous pouvez utiliser, prêt à emploi. Mais le grand problème, c'était quoi? C'est que les Croby starters, ils étaient implémentés qu'en Java et Spring. Donc là, on a vu tout à fait, on pouvait comprendre les devs, pourquoi ils ont tout compris qui Croby à supporter que Java. En effet, c'était justement cette possibilité d'utiliser juste ces starter kits. Ils ne prenaient pas en compte qu'est-ce que les devs ils sont plus habitués, plutôt les devs front-end, sur l'utilisation des Vue.js et d'Angular par exemple, dans le cadre du micro-front-end. Et là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu un cas très classique, exactement ça, c'est de la logique de Jacob, c'est une loi liée à l'utilisation du UX, c'est que les devs front-end, ils ont vraiment comparé Croby vis-à-vis d'autres produits qu'ils ont utilisés dans leur jour à jour, c'est-à-dire l'expérience de développement chez Vue.js, sur Angular, sur React. Et cette loi explique exactement ça. C'est que l'utilisateur, les devs, ils attendent qu'un produit fonctionne de la même façon par rapport à l'expérience vécue dans des projets précédents. Donc ça c'est très important parce que là on a dit à l'équipe Croby, faites vraiment gaffe sur comment ça marche dans l'écosystème front-end pour bien assurer que cette expérience elle est similaire ou proche qu'est-ce que les devs front-end attendent. Une des premières choses qu'on a décidé de faire, c'était d'abord permettre à les devs d'implémenter leur propre starter kit. C'est-à-dire, j'ai pas envie de faire en Java, mon expertise c'est en Vue.js. Ok, voici la documentation, comment les faire si vous voulez. Donc ça donne l'autonomie à les devs à faire le choix s'ils utilisent Java ou même implémenter dans leur propre langage ou framework préféré. Et aussi, parce qu'on savait qu'il y a des choses à faire dans les starter kits, on a bien expliqué quels sont les critères, quelles sont les nécessités dans ces starter kits pour les devs implémenter dans le propre starter kit, permettant d'avoir une bonne expérience pour eux. Parce que sinon, ils vont implémenter sans savoir les complexités, et ça va les frustrer aussi. Donc, pour clôturer cette première idée qu'on a, qu'est-ce qu'on vous conseille? C'est que tout ce que vous dites aujourd'hui dans vos produits, ok, mon produit c'est API ready, ça marche très bien mes API, c'est facile à consommer, j'ai pu faire du open source ou du inner source dans mon produit par exemple. Dans les faits, c'est très bien que vous passez du temps avec des devs pour vraiment voir dans la pratique comment ça se passe cette expérience. Comment les devs consomment vos produits, quelle est l'expérience qu'ils ont avec ça. Okay? Donc je vous donne un conseil de recueillir le retour au moins une fois par semaine et discuter avec des devs qui consomment vos produits. Okay? Alors, on va un deuxième conseil. Julien, vous pouvez l'expliquer? Oui. C'est quoi le deuxième conseil? Plus pour le premier conseil là, on va soumettre un peu plus en fin de talk sur comment est-ce qu'on fait ça. Donc le deuxième conseil, c'est la documentation de votre produit qui doit contenir un guide, en tout cas pour nous ça a bien marché, qu'elle contienne un guide de démarrage. Un guide de démarrage sur votre produit qui soit agréable et qui soit testé et encore testé. Alors, l'objectif, c'est d'aider les développeurs à être opérationnels le plus rapidement possible sur votre produit. À atteindre le plus rapidement possible un objectif, avoir le plus rapidement possible un truc qui marche avec votre produit. Okay? Et pour ça, votre guide, qu'on appelle souvent Getting Started, ou How to, ou autre, là c'est plutôt Getting Started, doit répondre à la question quelles sont les étapes les plus simples pour installer et utiliser votre produit.
Vous allez devoir trouver un chemin le plus simple possible, le plus court possible pour obtenir une victoire rapide et se dire, voilà, en très peu de temps, j'ai réussi à faire un Hello World, un truc basique, avec votre produit, de façon très simple. Grâce à ça, on a eu des super bons résultats, et notamment par rapport à Kobe, qui est une solution microfontaine. Donc vous imaginez une solution microfontaine, c'est une solution qui est complexe, parce qu'elle est très très riche, c'est une solution qui est très très puissante, c'est une solution qui motorise notre site internet LeroyMerlin.fr et qui nous a permis d'être dans les sites web les plus performants en termes d'e-commerce en Europe, en France. Et donc cette solution-là, il y a beaucoup de choses derrière, c'est très complexe. Avant, pour créer son premier microfontaine, il fallait une bonne semaine. Avant, c'était même pas forcément tout à fait mesuré en fait. Ouais. Depuis, on a commencé déjà à le mesurer, ce qui était déjà une première étape. Et on a, dans les derniers tests, on a mis 4 heures. C'est-à-dire qu'un développeur ou une développeuse qui comprend, enfin, qui découvre complètement Kobe pour la première fois, suit le Getting Started et en 4 heures, il arrive à créer son premier microfontaine et à le faire évoluer, à le tester, etc. etc. Et sur Kobe, une solution de déploiement, grâce à ce bon Getting Started, entre autres, mais c'était vraiment un élément clé, on a pu faire en sorte qu'un développeur puisse faire son tout premier déploiement sur Turbine. Alors, le tout premier, ceux d'après c'est beaucoup plus rapide, mais le tout premier déploiement avec le tout premier contact avec le produit en 2 heures. Avec tout ce qu'il fallait pour créer tout ce qu'il fallait pour que ça marche et pour que les déploiements d'après eux soient faits en 1 minute, enfin voilà. Créer toute la plomberie d'une bonne journée de galère, aller voir le doc à droite à gauche, en 2 heures en toute autonomie. Alors, un bon Getting Started, pourquoi c'est important? Le but d'un bon Getting Started, c'est d'obtenir rapidement, ce que j'ai dit tout à l'heure, un premier succès du développeur. Ça, c'est super important. Ça va permettre à votre développeur, qui est votre client, d'avoir un sens de la maîtrise assez vite de votre produit, en ayant obtenu cette première victoire rapidement, grâce à un Getting Started qui marche vachement bien et qui est très rapide. Et du coup, ça va donner confiance dans votre produit et ça va enclencher un cercle vertueux et on va arriver à démarrer sur l'escalier montant et vert que Guilherme vous a présenté tout à l'heure. Ça veut dire qu'un Getting Started, il ne faut pas le rater. C'est la vitrine de votre produit, c'est un élément super important. Et donc, un bon Getting Started, ça doit avoir un objectif clair, par exemple, faire mon premier déploiement sur Turbine de tel type d'application, ou écrire un Hello World dans un microfontaine intégré, juste un truc très très simple, un objectif clair, pas 10 000. Un bon Getting Started, c'est un point de départ et un point d'arrivée et un seul. C'est linéaire. C'est un chemin simple et linéaire, étape par étape. Il n'y a pas de 3A, 3B, si je fais ça, va ici, si je fais ça, va ici, non. Straightforward, on laisse simple, linéaire, direct, étape par étape. Il y aura beaucoup d'exemples de code, s'il vous plaît. Et il faut que c'est forcément, c'est évident, quand vous avez une API, ne balancez pas juste la doc de l'API, donnez des exemples de code à l'utilisation. Okay. À quel ordre c'est utilisé? Et dans le bon ordre, et des exemples de code qui marchent. Ça peut sembler bête, mais dans beaucoup de documentation, pour la première en général ça, mais quand le produit évolue, souvent ça commence à diverger, les exemples de code ne marchent plus. Il faut qu'un exemple de code se soit copié-collable partout, et que ça marche du premier coup. Et en fait, c'est difficile. Mais l'investissement qui est nécessaire pour ça en vaut vraiment la peine. Okay, pour que cette expérience que le développeur, que la développeuse va vivre avec votre Getting Started, elle soit fluide, elle soit simple. Ok? Et c'est pas évident de les maintenir, mais peut-être en dehors de stock, on a quelques petits tips qui vont vous permettre de maintenir vos éléments de code et s'assurer qu'ils fonctionnent toujours dans le temps, au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans de vie. Et aussi un bon Getting Started, ça ne doit pas vous balancer à la figure tous les concepts de votre produit d'un seul coup. On a dit que c'était linéaire, on y va crescendo. C'est-à-dire qu'au début du Getting Started, on va faire des choses vraiment très très simples, on va en profiter pour introduire certains concepts, puis on va aller crescendo dans la complexité, de concept par concept, jusqu'à permettre aux développeurs d'atteindre l'objectif de votre Getting Started. Ok ? Donc un objectif clair, un chemin simple et linéaire, des exemples de code qui marchent toujours, que vous allez tester et que vous maintenez, et un apprentissage, une introduction progressive des concepts pour y aller crescendo dans l'apprentissage. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'un Getting Started, ça se teste et ça se reteste, j'insiste.
vous allez écrire votre Getting Started. Au début, il sera mauvais. C'est normal. Votre Getting Started, on n'y comprendra pas grand-chose. C'est normal, vous ne l'avez pas encore testé. Là, vous avez besoin de mesurer, de tester. On est carrément allé jusqu'à mesurer le temps que ça prenait d'atteindre l'objectif. Vous mesurez, vous observez ce qui se passe, vous notez les frictions, les trucs où c'était pas parfait, les trucs où c'est des endroits, les étapes où c'est un petit peu coincé. Vous apprenez de ça, vous corrigez, vous recommencez le test de façon itérative. C'est long, ça coûte cher, mais ça en vaut vraiment, vraiment la peine. Vous ne pouvez pas savoir quand vous êtes dans l'équipe produit si votre Getting Started est bon, parce que vous, les concepts, vous l'avez déjà intégrés. Vous savez déjà ce qu'il faut faire. Vous savez déjà que l'exemple de code, il faut faire ça pour le faire marcher. Mais un développeur extérieur, il ne le sait pas. Donc vous avez besoin, pour ça, vous êtes les plus mauvaises personnes, entre guillemets, pour vérifier que votre Getting Started est bon. Vous avez besoin d'aide extérieure, de feedback extérieur. Et de le tester, notamment des nouveaux arrivants, profitez-en. Alors, petit tip, parce qu'on n'a pas dans les salles, effectivement. Quand vous avez un nouvel arrivant dans l'équipe, soyez très attentif à la façon dont le Getting Started se déroule pour lui ou pour elle. Vous avez l'occasion de refaire un cycle et de continuer à avoir des opportunités d'amélioration, parce qu'on n'a pas toujours un nouveau dev sous la main. Donc testez, apprenez. Vous devez sans doute connaître ce cycle dans le monde de l'agilité. La documentation, c'est la vitrine de votre produit. C'est très important, notamment le Getting Started. Travaillez-le. Alors, donc on va dans notre troisième idée. Notre troisième idée, c'est que vous ouvrez vos produits à la contribution des devs. Okay? Soit linear source, open source aussi. Mais pourquoi? Dans ce cadre-là, comme j'avais vous expliqué, dans Kobe, il y avait les starter kits qui a aidé à accélérer le démarrage des Kobe. Et justement, dans cette partie-là, Kobe, il ne pouvait pas, comme vous pouvez imaginer, gérer toutes les technologies et tous les frameworks qu'on a aujourd'hui dans le marché. C'est impossible à gérer. Donc, ils n'ont pas la maîtrise. Et là, qu'est-ce qu'on avait besoin d'avoir? C'est permettre les devs d'ADO à pouvoir contribuer à des nouvelles starter kits. Et c'était très intéressant avec Kobe et d'autres produits aussi chez ADO qu'ils ont mis en route la partie d'Innersource. C'est justement qu'on a plus en plus des cas, des exemples ou des starter kits faits en différents langages et frameworks. Et des choses intéressantes, c'est que même les devs, normalement, on a un peu la misconception, comme je peux dire ça, Julien? Malentendu. Les idées fausses, exactement, sur que le dev n'a pas documenté. Et là, on a vu des exemples, des contributions des devs qui ont corrigé la doc, ils ont envoyé, parce que c'était un doc qui c'était important pour eux. C'est ça la grosse différence, c'est que si un doc est important pour nous, dev, ça va nous aider. Donc là, on a vu des contributions. Sous ces conseils-là, qu'est-ce que je vous conseille? C'est de dire, d'abord, lister tous les points de contact que vous avez avec vos devs. Ça peut être le source code que vous avez dans vos applications, dans GitHub, ça peut être la doc, ça peut être des vidéos, ça peut être plein de choses. Donc, listez tous ces points de contact. Et avec ça, listez toutes les options, des contributions que vous voulez avoir avec les devs. Soit améliorer ou réviser en documentation, comment les faire, comment ces process passent. Et des exemples de code aussi. Est-ce que nous, on peut aussi faire des exemples de code de vos produits, les bug fixes et même des features que les devs trouvent importantes pour vos produits. Ils voulaient les envoyer à vos produits. Et une chose très importante, qu'il faut communiquer bien pour les devs, qu'ils arrivent à savoir que vous êtes ouvert à la contribution. Bien communiquer. C'est très important pour ces conseils-là. Et lié à cette question, ok, on a des devs qui ont des contacts avec nos produits, on a le quatrième conseil. Excuse-moi, on a bien des mêmes. Donc, le quatrième, c'est favoriser une communauté de développeurs et développeuses autour de vos produits. C'est un conseil que ça va vous aider justement à gagner en termes d'adoption et promotion de vos produits.
ces tips-là, ça permet en quoi? Parce que les devs, ils ont toujours envie de savoir, surtout les produits qui les intéressent, quelles sont les nouvelles fonctionnalités qui sont sorties. Ils sont intéressés à savoir s'il y a une chose qui va casser l'application chez eux aussi. Ils veulent savoir les breaking change. Et surtout, quand on a un problème, où je peux contacter le support de vos produits. Et là, le bénéfice qu'on a vu avec des équipes qui ont investi un peu de temps déjà, ils ont vu la diminution du support, justement parce qu'il y avait des devs sur une petite communauté alliée à ces produits. Ils ont vu aussi que la communication est plus fluide pour montrer des nouvelles features ou même des features déjà existantes dans le produit de façon plus cohérente. On a vu aussi que les devs, quand ils ont en contact avec vos produits, aussi ils sont très heureux d'envoyer justement des feedbacks sur vos produits. Donc, parce qu'ils savent qu'ils existent, ils savent que c'est pertinent pour eux. Et toute cette interaction entre vos produits et cette communauté dev, ça permet de créer plus de transparence et un lien qui renforce entre vos produits. Là, qu'est-ce que je vais vous conseiller? Mon idée, c'est d'avoir au moins, c'est pas exactement ça comment il faut faire, mais c'est un exemple qu'on avait fonctionné chez ADO, c'est d'avoir 3 types des chaînes Slack. En tout cas, vous utilisez Slack chez ADO. Peut-être vous utilisez d'autres outils dans vos boîtes, pas de souci. Là, c'est une chaîne dédiée à le support pour les devs, pour demander d'aide à l'équipe principale. Donc avoir ces liens faciles, c'est le plus commun. Après, séparer une chaîne Slack dédiée sur la partie release, où vous, qui vous travaillez dans vos produits, vous pouvez pousser les nouvelles informations, les nouvelles fonctionnalités dans cette chaîne-là. Et les devs peuvent souscrire sur cette chaîne s'ils veulent. Et un troisième aussi, très important, c'est plutôt ce qu'on appelle des channel community. C'est une chaîne qui permet au fond d'avoir des discussions un peu ouvertes sur vos produits. Et les devs vont interagir sur ça. Je vous donne quelques exemples intéressants. L'objectif, c'est que pas les slides sont lisibles à lire, mais en tout cas, ici, ça vous explique quoi? C'est qu'ils ont créé une publication pour annoncer, par exemple, ici, dans le produit, qu'ils ont fait un changement, une nouvelle feature dans nos produits, dans chaîne Slack. Et vous voyez bien en bas, il y a plein des emojis aussi, que les devs sont en train de réagir avec ces publications-là. Aussi, on a un exemple très intéressant des rappels des fonctionnalités. Vous avez plusieurs fonctionnalités dans vos produits. Ils savaient que nous, on va rentrer bientôt en vacances. Donc, Turbine, qui a une feature qui permet d'étendre les environnements dev, ils ont envoyé une communication en disant « Hey, si vous sortez en vacances, n'oubliez pas d'étendre vos environnements dev. Voici le lien dans la documentation, comment les faire. » Donc, ils profitent d'un événement classique des congés, aussi pour faire la promouvoir son produit. Et là, normalement, quand on parle de communiquer, c'est pas évident au début pour certaines équipes, et on a trouvé un moyen très simple de démarrer ce côté communication avec une équipe produit, qui n'a pas quelqu'un dédié dans la com, par exemple. Donc, normalement, le PM ou le PO avec un dev, ils vont noter, c'est le premier conseil, noter toutes les fonctionnalités que vous avez fait récemment, dans les 3 mois, 4 mois, faites une liste. Ensuite, réservez 3 créneaux dans la semaine, des 30 minutes, où vous travaillez ensemble à écrire un post chez Slack, ensemble. Utilisez des emojis aussi, c'est important, ça fait du bien pour les devs. Et ensuite, vous pouvez publier ça dans différentes chaînes. Ok? Donc ça, c'est pour donner un tips quand on ne sait pas comment démarrer à bien communiquer ces sujets-là. Regardez aussi des chaînes open source. Il y a pas mal des idées aussi, des produits open source qui font des bonnes communications aussi. Et là, on a le 5e. Julien, je peux vous l'expliquer? Oui, merci Guillaume. Rien. Alors,
tout à l'heure que l'expérience développeur, c'est pas quelque chose qui se suppose ou qui se devine. C'est quelque chose qui se vit et c'est quelque chose qui s'observe. Quelque chose du coup qui s'évalue, parce qu'on nous a donné des mesures tout à l'heure. On a dit on peut passer à tant de temps, etc. Ça peut s'évaluer aussi, ce qu'on n'a pas dit, par des émotions, par des outils inspirés de la user experience, du type des user journey maps, des développeurs journey maps. Enfin bref, il y a plein d'outils pour évaluer ça. Nous, on évalue l'expérience développeur aussi d'une certaine façon sur un produit, d'une façon assez concrète qu'on va vous expliquer là, qui a donné des résultats super intéressants. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que mon équipe, c'est une équipe de soutien, c'est une équipe de support à d'autres équipes chez ADO, qui elles font les produits. Okay, et donc, on vient, comme ça, aider les équipes chez ADO, les équipes produits, à améliorer l'expérience développeur sur leurs produits. Donc, pour ça, on va les aider à la tester. Donc, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on a besoin, effectivement, en phase de discovery, de pouvoir comprendre ce que le produit fait, comprendre quelles sont ses fonctionnalités principales, son objectif principal pour le business, pour le développeur, pour les différentes parties prenantes. Ensuite, avec le produit, nous allons sélectionner un ou deux use cases les plus importants, les plus impactants pour le développeur, ou pour la boîte, en tout cas les plus impactants, les plus prioritaires à tester. On ne peut pas tout tester. En tout cas, pas tout de suite. On va tester un ou deux use cases qu'on va choisir ensemble avec le produit. On va déterminer ensemble. Et donc, on va essayer de réaliser ce use case, cet objectif, en utilisant le produit. Par exemple, on va essayer de faire un déploiement avec Turbine. On va essayer de, je ne sais pas, vous avez une API qui donne vos stocks en temps réel sur tous les magasins, plus entrepôts, etc. Ben, on va essayer de récupérer un stock en temps réel d'un produit. Voilà. On va se donner un objectif. OK ? En utilisant cette API. Et donc, en essayant d'atteindre cet objectif, on va vivre un certain chemin. Et ce chemin, il peut être peut-être semé d'embûches. Ça s'appelle des frictions. Donc, on va noter dans ce qu'on appelle un friction log, qui est un document, en fait, dans un certain format, on a des standards chez nous maintenant déjà, qui permettent de lister l'ensemble des choses qui ne se sont pas passées comme prévu sur ce chemin-là. Des frictions, des émotions négatives, de l'agacement, des choses qui ne se sont pas très bien passées. On va noter ces frictions-là. On va aussi noter les choses bien, d'ailleurs, pas forcément des frictions. On note aussi des bonnes surprises, des choses à encourager. On va parcourir ensemble ensuite, on va restituer ce document à l'équipe, mais on ne va pas faire que la restitution de ce document, ensuite débrouillez-vous, c'est pas ce qu'on fait. On va aussi voir avec eux, leur faire des préconisations d'actions à faire sur leurs produits. Des actions priorisées, parce qu'on ne peut pas tout faire tout de suite, donc on a une sorte de backlog d'actions à faire, d'amélioration du produit. C'est très souvent de la documentation dans la pratique, mais ça peut être d'autres choses. Par exemple d'action qu'on pourrait imaginer, enfin qui existe déjà d'ailleurs, sur Turbine, nos solutions de déploiement. C'était quelque chose de très, c'est un outil qui était très graphique, visuel, enfin fait avec un navigateur web, avec une IHM, avec une interface. C'était bien, c'était intéressant, mais dans le cas de beaucoup de locations de développeurs, on avait aussi besoin d'être très efficace en ligne de commande. Nous les devs, on aime bien la ligne de commande en fait. C'est une idée qu'on a eue pour résoudre un certain nombre de frictions ou de problèmes, et donc maintenant il y a une ligne de commande dans Turbine. Donc ça peut être aussi des outils complémentaires, pas forcément de la documentation ou du casting starting. On peut tout imaginer, il y a beaucoup de choses. Et donc ce qui est intéressant, vous allez reconnaître ça aussi, c'est que ces actions-là, on va aider le produit à les implémenter, parce que ça ne s'invente pas de faire un bon Getting Started. On ne va pas dire améliore ton Getting Started, débrouille-toi, on va le faire ensemble à quatre mains. On a des gens chez nous qui sont des technical writers, donc c'est le boulot de faire une documentation claire, et pas qu'un Getting Started, une documentation en général. C'est un métier qu'on a dans le domaine de la developer experience, technical writer. Et on va faire une boucle de feedback. On va tester de nouveau, on va refaire un friction log, on va voir si les frictions ont bien été enlevées ou si peut-être de nouvelles ont été créées. Et on va recommencer jusqu'à atteindre notre objectif en un temps qu'on estime bon avec le produit. Par exemple, notre objectif c'est de déployer en moins de 2 heures. Quelle friction est-ce qu'on rencontre qui nous empêche de le déployer en moins de 2 heures? On continue comme ça, on a un cycle de feedback qui nous permet d'atteindre cet objectif-là. Donc, qu'est-ce qu'on regarde typiquement? On regarde les opportunités d'ajouter de nouvelles fonctionnalités au produit spécifiquement pour améliorer l'expérience développeur. On va regarder évidemment les API du produit, c'est assez classique, c'est-à-dire est-ce qu'elles sont bien nommées, est-ce qu'on les trouve facilement, est-ce que techniquement, quand on essaye de les utiliser, il y a plein d'étapes compliquées, ou est-ce qu'on y arrive assez simple, est-ce qu'on les comprend, est-ce qu'elles sont bien organisées, est-ce qu'elles sont RESTful ou autre chose qui permettent de faire en sorte qu'il y a peu de surprises quand on les prend en main de façon générale.
etc., etc. On va beaucoup regarder la documentation, bien évidemment, sous toutes ses formes, les guides de référence, les Getting Started, la documentation vitrine du produit, est-ce qu'elle donne envie aussi, est-ce qu'elle explique bien la promesse du produit de façon synthétique, etc., etc. On va potentiellement aussi regarder le code source des exemples de code, toute autre chose. On va s'intéresser à des outils de développement qui pourraient être complémentaires, par exemple l'exemple de la ligne de commande qu'on vous a donné tout à l'heure. Et on va aussi beaucoup s'intéresser à l'aspect communauté, c'est-à-dire comment est-ce que ça se passe, les interactions avec les humains cette fois-ci, pas avec ces artefacts de documentation ou d'API. C'est-à-dire, voilà, est-ce que la communauté elle est vivante, est-ce qu'on répond correctement aux développeurs, ou est-ce que la communication avec la communauté est source de frustration, ça peut arriver, en tout cas des opportunités d'amélioration de cette communication-là avec la communauté. On va aussi regarder ça. Et du coup, faisons maintenant un petit recap. Lors de ce talk, on vous a dit, on a défini ce que c'était que l'expérience développeur. On vous a donné quelques arguments pour investir sur l'expérience développeur, qu'on appelle DX aussi, développeur expérience dans le jargon, sur la rétention et sur l'empowerment, la prise de décision des développeurs. On vous a parlé de la suite de petites surprises, donc l'escalier montant que vous avez donné hier, avec le fait qu'il était très important que les gens s'engagent dans un escalier montant, dans une suite de bonnes émotions positives avec votre produit, et non pas l'inverse, une suite d'émotions négatives qui va faire un cercle renforçant et qui va mener à l'abandon de votre produit. Et on a un récap ici de nos 5 idées qui ont bien marché pour nous, c'est-à-dire valider la promesse de votre produit, la tester, la confronter au terrain, travaillez votre Getting Started, testez-le, travaillez-le et testez-le. Vous ne pouvez pas vous louper sur votre Getting Started. Vous avez quelques tips là-dessus. Ouvrir votre produit à contribution pour permettre aux développeurs, pour permettre à vos propres clients, à vos propres utilisateurs d'améliorer le produit d'une façon que vous n'auriez peut-être pas vous-même imaginé. Okay, ça vient des utilisateurs, donc c'est hyper intéressant, souvent très très légitime. Donc c'est très important que votre produit soit ouvert à l'extérieur, en termes de documentation, en termes de code, etc. Ça permet plein de choses, et entre autres, ça permet aussi d'améliorer l'expérience de l'auteur sur votre produit. Prenez bien soin de votre communauté en appliquant quelques tips que Guilherme vous a dit. Et l'expérience développeur, c'est quelque chose qui s'évalue également. Guilherme, je propose que tu nous présentes quelques ressources qui pourraient peut-être aider les gens pour aller un peu plus loin. Complètement. Bon, je vais citer quelques-unes ici que je trouve intéressants déjà. Quand on parle des docs, je pense qu'il y a un sujet très important, comment amener le sujet de documentation avec une équipe produit, surtout avec une facilité pour les devs. Donc, il y a un bouquin qui s'appelle Doc for Developers, c'est très bien expliqué avec des templates, avec une démarche aussi sur la documentation, une documentation en tout cas utile pour les devs. Ensuite, il y a la définition de Microsoft sur la question de la Developer Experience, si vous voulez regarder aussi, c'est très intéressant. Ici, dans la première partie, c'est une vidéo YouTube qui raconte comment ça passe l'évolution des devs par rapport à leurs besoins avec le temps. Donc ça va expliquer des phases que certains produits du marché, ils ont vécu et quels sont ces besoins que les développeurs attendent les prochaines années. Là-bas, sur le lien sur la partie télémétrique, là-bas, ça explique quelles sont les pratiques que vous pouvez faire dans vos produits pour augmenter par exemple l'adoption ou la rétention des devs par le biais de la Developer Experience. Ici aussi, je pense que c'est très intéressant parce que j'aime bien ces livres ici aussi parce que ça aide les équipes à pouvoir démarrer dans ce cycle discuter avec les clients de façon continue, donc jour à jour. Donc ça, je trouvais très intéressant comme façon de les faire aussi. Et là, si vous voulez savoir plus sur, on va dire, les définitions, les cas d'usage et plus des arguments sur la Developer Experience et Relation, c'est le dernier bouquin là-bas. Ok. Bon, je pense qu'on a fini, Julien. Donc, merci à vous. J'espère que ce tour n'hésitez pas à nous contacter sur nos Twitter respectifs, JK78 et Guilherme Guit, ici, et nous serons aussi très impatients de récupérer votre feedback avec Routier Express qu'on vous a présenté ce matin en keynote. Je vous laisse flasher le QR code. Merci à vous. merci. Merci.